Bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 de XP, au programme des news, des dossiers, des tests, voilà, tout ce qui fait XP. Alors, attends, juste salut. Salut, ça va? Juste deux secondes. Tu veux bien te pencher un peu? Ok, vas-y, recommence. Bonjour, vous êtes bien au numéro 2 de XP, news, actu, dossier, enfin tout le programme quoi. Ah bah non. Et c'est une fois de plus au Makuhari Messe que s'est tenue du 20 au 23 septembre l'édition 2007 du Tokyo Game Show. L'occasion pour des milliers de jeunes de s'éclater les rétines sur les prochains titres à venir. Si le genre RPG était sympathiquement représenté sur toutes les plateformes, avec des titres comme Final Fantasy Tactics Advance 2 ou encore le remake sur PSP du premier Star Ocean, la part belle était tout de même laissée aux consoles nouvelle génération. C'est un fait, la console de Microsoft cherche à toucher les amateurs de RPG que nous sommes. À l'image d'Apocalypse Desire Next, un titre d'ID Factory, à qui l'on doit les Rebirth Moon et autres Generation of Chaos. Si graphiquement ce RPG tactique ne casse pas trois pattes à un canard, on espère que le titre bénéficiera d'une histoire prenante et d'un système de combat bien ficelé. Une sortie prévue pour fin novembre au Japon. Malgré son arrivée tardive chez nous en février 2008, Lost Odyssey reste un des titres les plus attendus par les amoureux de RPG. Un feeling probablement généré par les nombreuses nouvelles vidéos dévoilées pendant le salon. Toujours sur 360, ce titre prévu pour 2008 promet bien des choses. Développé en collaboration avec Square Enix, les studios de Tri-Ace nous présentaient Infinite Undiscovery. Un RPG sur lequel on ne sait pratiquement rien, mais qu'on attend tout de même avec impatience. Les voilà, enfin! Les premières images de The Last Remnant, ce RPG prévu sur 360 et PS3, est doté de la technologie Unreal Engine 3. S'il reste quelques points à éclaircir concernant le gameplay, on sait toutefois que les batailles seront intenses et épiques. Shirokishi Monogatari, plus connu sous le nom de White Knight Story, faisait également partie des titres très convoités. Disponible sur le stand PlayStation, la démo jouable de cet exclu PS3 nous permettait d'avoir une idée un peu plus concrète sur le système de combat, en attendant sa sortie en 2008. Autre titre, autre ambiance. Mass Effect qui nous était présenté en septembre dernier. Mass Effect follows the story of Commander Shepard. You're taking the role of the first human to ever become a Spectre agent. Your job is to save the galaxy. Si dans Mass Effect, le côté action est clairement représenté, qu'en est-il de l'aspect RPG? So you can pull up what's called the power wheel. You have a whole bunch of different skills each character does, whether it be biotic skills that we mentioned, engineer type skills, or charm and intimidate, which are more character-based skills. And you use those, you basically, as you go through, you're going to gain experience. As you gain experience, you're going to get skill points, and you can assign those skill points to different areas. À la base de projets comme Baldur's Gate ou Neverwinter Nights, BioWare aime laisser une certaine liberté aux joueurs. Ainsi, dans Mass Effect, vos choix influeront directement sur le scénario. Shepard, at last. Have we met? With every response or question you have, you're going to have a choice of how you deliver that response or question. So whether you play ruthlessly or whether you play as a nice person is going to affect how people respond to you.
Avec ses graphismes époustouflants et son game system qui, à première vue, a l'air extrêmement riche, il est assez difficile de résister à Mass Effect. Sachez enfin que d'après ses développeurs, ceci n'est que le début d'une grande aventure. We've discussed that we've really wanted to make it into a trilogy, and we've created this huge universe with a variety of species and a variety of planets and places to go, and we really feel like it's so rich and robust that it could be delivered and played in more than one game. Sortie française prévue pour le 23 novembre prochain. Alors quand on est dans une émission 18+, on est tenté de balancer des insultes à tout va, tout ça. Mais à EXP, on est bien plus fourbe. Dragon Quest Worlds, la critique. En règle générale, lorsqu'un titre estampillé Square Enix arrive sur le marché, l'attente est grande et le résultat souvent à la hauteur de nos espérances. Quand ce même titre appartient à la série des Dragon Quest, vous pouvez multiplier l'intensité des feelings exprimés juste avant par 2. Malheureusement, lorsque le jeu en question se révèle être tout pourri, la déception est d'autant plus grande. Mais parce qu'à EXP rien n'est gratuit, immergeons-nous, le temps d'une critique, dans cette vaste blague. Dans Dragon Quest Worlds, The Masked Queen and the Tower of Mirrors, quelques idées suffisent à résumer le scénario. Une reine avec un masque maléfique, un mec avec une barbe, un puceau, une gothique Lolita, et un héros dont l'ennemi principal n'est autre que le charisme. Même si c'est un peu exagéré, le scénario n'est vraiment, mais alors vraiment pas le point fort du jeu. En même temps, avec une durée de vie d'environ 8 heures, il est assez difficile de construire un vrai background, de donner un peu de profondeur au personnage, et d'avoir une trame bourrée de twists et de cliffhangers. Dans cette configuration, on pourrait alors croire que Dragon Quest Worlds mise tout sur le gameplay. Grave erreur. Concrètement, au début de chaque chapitre, vous allez parler aux 2-3 PNJ importants de la ville. Après, et uniquement après une récolte d'informations super importantes, vous avez le droit de sortir de la ville pour aller explorer les quelques donjons bien pourris que l'on vous propose. Dehors, vous suivez un chemin préétabli, comme sur des rails. Vous n'avez donc pas de liberté de mouvement si ce n'est avancer, regarder un peu sur les côtés, histoire de trouver des pièces d'or sous une pierre. Bien évidemment, quelques combats ponctuent votre voyage. Mais attention, ces derniers ne sont pas aléatoires et les mêmes monstres surviennent toujours aux mêmes endroits, au même moment. Lors d'un affrontement, vous utilisez la Wiimote pour vous défendre. Des mouvements verticaux, horizontaux et diagonaux vous permettent de trancher ou de percer les ennemis. Le bouton A sert à loquer un point de l'écran pour envoyer les flèches et autres sorts, alors que le bouton B vous permet de vous protéger à l'aide de votre bouclier. Aussi, vous pouvez à tout moment entrer dans un menu qui vous permettra d'exécuter des attaques spéciales, d'utiliser des items ou d'ordonner à votre camarade de combat de lancer un sort. Même si vos compagnons sont au nombre de 3, vous ne pouvez en choisir qu'un seul pour partir à l'aventure. Mais ce n'est pas grave, à part redonner un peu de vie, ils ne servent à rien. À la fin de chaque stage, vous obtenez des items plus ou moins rares, en fonction de la note que l'on vous attribue. Certains de ces items vous serviront à confectionner de nouvelles épées avec l'aide de l'armurier du village. Même si l'idée est originale, le chara-design de Toriyama plaisant et les musiques sympathiques, Dragon Quest Worlds n'est pas un bon titre. Certes, les attaques spéciales sont relativement agréables à exécuter, certaines nous rappelant le kata de Musclor et de son pouvoir du crâne ancestral, mais les fans de la série auront beaucoup de mal avec l'histoire ultra pauvre et la durée de vie minable du jeu. Les amateurs de RPG, quant à eux, fuiront le gameplay à la ramasse et le manque scandaleux de contenu. Je sais, nous aussi on a souffert. Cette ambiance de merde, ça me rappelle un peu l'été dernier en fait. Vous savez, Japan Expo, tout ça. Avec mon replaying gang, on s'était dit qu'on irait là-bas, vous savez, pour faire comme tous les autres gens de No Life, quoi. Et puis pour l'occasion, on s'était déguisé en perso de FF7. C'était marrant. Il y avait même Rouge 13 qui nous a rejoints.
après sa quête annexe. Alors ok, c'est sûr, hein, c'était cheap, hein, dire on était salement déguisés, mais on s'amusait bien, on était contents. Jusqu'à temps qu'on rencontre des PNJ. Alors au début, je croyais qu'ils étaient neutres stricts, mais en fait, ils étaient chaotiques mauvais, quoi. Et dans cette configuration, il ne nous restait plus qu'une seule chose à faire, quoi. Faire ce qu'on sait faire de mieux. Alors moi, j'ai réussi à fuir avec Rouge 13. Oblivion, lui, on l'a retrouvé 2 semaines plus tard dans un local à poubelle dans le 94. Il a réussi à tenir 2 semaines avec les items trouvés sur place. Mais maintenant, il va bien. Et qu'est-ce qu'on regarde tout de suite? Et maintenant, ma partie de Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus. Yeah! Attendu par une communauté grandissante depuis son annonce pendant l'été 2006, l'épisode tant convoité par les fans est paru le 29 mars dernier au Japon. Sa sortie a mis fin à des jours, des semaines, des mois d'attente insoutenables. Si le premier Final Mix peut être considéré comme une supercherie par le grand public français, avec ses maigres ajouts quasiment tous disponibles dans notre version, le deuxième le surpasse aisément et pousse le vice bien plus loin. La raison, 3 jeux pour le prix d'un. Les portes du Kingdom Hearts peuvent s'ouvrir à nous. Les ajouts apportés à KH2 constituent évidemment un plus indéniable. L'intérêt majeur de cette réédition réside dans la présence de l'épisode annexe Chain of Memories, sorti le 6 mai 2005 en Europe sur GBA. Afin de ne pas dénaturer le volet originel, le portage, malgré une refonte graphique totale, fait preuve d'une grande fidélité. La trame du scénario demeure identique à celle de la version GBA, à l'exception de rares scénettes ajoutées pour gagner en intensité et en profondeur. L'originalité de l'épisode Chain of Memories vient de son système de combat repensé dans son intégralité. La transition entre phase d'exploration et combat fait ainsi son apparition, comme cela était de coutume pour la série DFF jusqu'au 12e épisode. Le tout s'enchaîne toujours vite et facilement, avec une action moins répétitive, sans jamais aucun problème de positionnement de caméra. Dingo et Donald, ainsi que de nombreuses guest stars issus des univers de Disney et Final Fantasy viendront vous soutenir pendant vos pérégrinations à l'aide des cartes que vous invoquerez au moment voulu. Pour parfaire cette mécanique déjà bien huilée, certaines combinaisons de cartes vous permettront désormais d'avoir recours à la précieuse Reaction Command, apparue pour la toute première fois dans la version originale de KH2. Les joutes gagnent alors en intensité. Vous l'aurez compris, Chain of Memories se veut un copier-coller de la version GBA. N'oublions pas de mentionner l'ajout de quelques autres bonus comme différents modes de difficulté, ainsi qu'un mode theater permettant de voir jusqu'à plus soif les nombreuses cutscenes du jeu. Véritable jeu dans le jeu, le scénario de Riku, une fois la quête de Sora achevée, nous permet de découvrir l'histoire sous un nouveau jour. Bien qu'elle propose une épopée plus courte que son aînée, cette nouvelle aventure nous offre le contrôle d'un des personnages clés de la série. Bénéficiant de la même refonte graphique, l'Odyssée de Riku se révèle encore plus palpitante que celle de Sora, avec une trame scénaristique plus sombre. Si son acolyte est inséparable de Donald et Dingo, Riku préfère la compagnie du roi Mickey. Riku jouit aussi de Reaction Commands lors de certains affrontements. Un déluge d'effets spéciaux au terme duquel votre ennemi perdra souvent bon nombre de HP. A l'instar de l'histoire de Sora, certains éléments scénaristiques ont été étoffés dans ce remake, avec en plus la présence d'un boss inédit. Ne durant hélas qu'une petite dizaine d'heures, ce chapitre vaut cependant son pesant de menise. Inutile de revenir en détail sur la qualité du véritable deuxième épisode de la série. L'action RPG est fabuleusement représentée avec Kingdom Hearts 2. Mais qu'allait bien pouvoir proposer Square Enix dans cette extension pour renouveler l'expérience? Première vraie nouveauté qui frappe d'entrée de jeu, le nombre de modes de difficulté. Il faudra désormais compter sur la présence d'un mode ultime pour les plus chevronnés d'entre nous, le Critical Mode,
plus communément appelé le mode déglingo. Le challenge le plus important réside cependant dans les nouveaux affrontements de cette version. You really shouldn't have betrayed us. Comme promis, des combats inédits contre tous les membres de l'organisation, même ceux morts lors de l'épisode Chain of Memories. La particularité première de ces batailles est de proposer une difficulté outrancière. Si, pour une partie d'entre eux, ces ennemis ne dévoilent pas toute leur puissance lors du premier affrontement, il en va tout autrement lors de la deuxième rencontre au sein du lieu exclusif à cette version, The Cave of Remembrance. Des chorégraphies toujours plus spectaculaires s'enchaînent, avec pour la plupart des reaction commands à la chaîne aussi jouissives que vitales. A noter également la présence d'un moment d'anthologie, passage malheureusement absent dans la première version du titre, le duel opposant Sora à Roxas, véritable chaînon manquant du deuxième chapitre.
Parés d'un niveau 99 et d'un équipement de dingo-dingue, les 13 membres de l'organisation ne devraient pas vous titiller trop longtemps. Il est désormais grand temps d'affronter le véritable boss ultime de ce Final Mix et accessoirement le héros du prochain volet à voir le jour sur PlayStation Portable dans Kingdom Hearts Birth by Sleep. Un combat de longue haleine où la plupart des techniques de fourbe devront être utilisées pour en venir à bout. D'autres ajouts non négligeables pour le fan auront également raison de son attachement pour cette version, qui restera à coup sûr exclusivement réservée au marché japonais. Faites pas la gueule et donnons-nous rendez-vous en 2008 pour une nouvelle histoire qui attend son réveil. Sur PSP, Nintendo DS et téléphone portable. Putain, encore une partie de dingue quoi. Où est-ce qu'il trouve tout le temps de jouer? Enfin bon, VP Silmeria est sorti chez nous, totalement en français. Et ça, c'est agréable. Tout de suite, la critique. Pur produit de l'alliance Tri-Ace Enix sur PlayStation 1, Valkyrie Profile a marqué toute une génération de joueurs, sans pour autant quitter les territoires japonais et américains. Le jeu s'inspirait de la mythologie nordique et nous faisait incarner l'Aînesse, une Valkyrie devant étoffer les troupes de son seigneur Odin à l'aube du Ragnarok. Près de 7 ans plus tard, l'Europe peut enfin goûter au mythe grâce à une réédition sur PSP, mais aussi à sa suite, sortie plus récemment sur PlayStation 2. Mais plutôt que d'une suite, il convient ici de parler d'une préquelle, puisque les événements de Valkyrie Profile 2 se déroulent quelques siècles avant ceux du premier épisode. C'est une sorte de tradition au Valhalla. Quand ça déconne un peu trop chez les Valkyries, Papy Odin les envoie réfléchir du côté de Midgard. C'est ce qui est arrivé à Silmeria, qui se retrouve confinée dans le corps de la jeune princesse de Dipan, Alicia, pour avoir fait preuve d'arrogance envers le patron. La petite Alicia avait pourtant assez de problèmes comme ça, entre les seins qui poussent et un paternel trop occupé pour lui prêter attention. Heureusement, Silmeria n'est pas condamnée à se taper les délires d'une adolescente complexée sans pouvoir réagir, puisque sa force mentale lui permet de prendre ponctuellement possession de son hôte. Alicia va alors se retrouver embarquée dans une sale affaire de rébellion contre les dieux, du genre que l'on essaye habituellement d'éviter. À la manière d'un FF10 ou d'un Shadow Hearts, Valkyrie Profile 2 se visite via une map monde sur laquelle on se contente de déplacer un pion. Ce principe est encore une fois synonyme de dirigisme assez affolant, puisqu'on doit se contenter de suivre bêtement l'éternel schéma ville-donjon. Heureusement, ce déroulement complètement démodé est rattrapé par l'utilisation audacieuse du scrolling horizontal, malgré une réalisation tout en 3D. Et oui, Valkyrie Profile 2 se joue bien comme son prédécesseur, à l'égyptienne. Dans les donjons, il s'agira de se frayer un chemin à travers plusieurs salles infestées d'ennemis, mais aussi truffées de coffres plus ou moins durs à atteindre. Pour arriver à vos fins, vous disposerez d'une panoplie de mouvements bien utiles, à commencer bien sûr par le simple saut. Plus élaborés et intéressants sont les pouvoirs divins conférés à Alicia par la Valkyrie qui l'habite. Le plus utile d'entre eux est le lancer de photons, qui vous permettra de cristalliser vos opposants ou certains objets quelques instants, pour ensuite vous en servir de support et ainsi atteindre certaines plateformes au perché. En tirant un autre photon sur un de ces cristaux, vous pourrez même échanger instantanément votre position avec la sienne, ce qui s'avérera bien souvent indispensable à la progression. À partir d'un certain moment, vous pourrez également compter sur les Seal Stones, des pierres magiques aux effets variables disséminées un peu partout dans les donjons. En les ramassant par terre sur un ennemi ou dans une coquille, vous pourrez les transporter et leurs effets vous seront alors transmis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il vous appartiendra ensuite de les conserver sur vous ou de les placer sur un réceptacle afin qu'elles affectent vos ennemis dans un périmètre indiqué en rouge sur la carte. Les pouvoirs des Seal Stones peuvent améliorer des statistiques,
faire don de certaines capacités, ou au contraire affaiblir et handicaper. En utilisant des cristaux gagnés en combat, vous pourrez stocker ces pierres pour ensuite les récupérer dans n'importe quel donjon. Attention toutefois aux vides divins, signalés en gris sur la carte, dans lesquels les Sealstones et les photons sont inefficaces. Comme dans le premier Valkyrie Profile, vous pourrez également recruter des Aenyars pour les ajouter à votre équipe. Vous trouverez ces guerriers morts au combat au hasard des donjons, reposant aux côtés de leurs armes, et il vous suffira de leur parler pour qu'ils vous rejoignent. Vous pourrez ensuite les libérer lorsqu'ils auront atteint un certain niveau. Ils quitteront alors votre équipe en laissant quelques items derrière eux et regagneront le monde des vivants. La dernière arme sur laquelle Alicia pourra compter en phase de donjon est son épée, qu'elle pourra dégainer pour espérer gagner l'initiative en combat. En frappant les espèces de spectres violacés avant qu'ils ne vous touchent, vous pourrez donc entamer un affrontement avec un certain avantage. A l'inverse, si l'un de ces ectoplasmes vous chope en traître, vous serez désavantagé dès le début du combat. L'épée couplée à une bonne utilisation des photons sera donc le meilleur moyen de partir à la baston dans les meilleures conditions. La baston dans Valkyrie Profile 2, c'est quelque chose, ma bonne dame. Après avoir frappé ou vous être fait toucher par un ectoplasme, vous êtes transporté dans une zone tout en 3D, dans laquelle vous pouvez déplacer librement un groupe pouvant contenir jusqu'à 4 combattants. Face à eux sont disséminés les ennemis, dont un leader, qui mettra fin au combat et vous apportera quelques bonus s'il est battu en premier. Vous avez également tout un tas de barres et d'icônes à surveiller. En haut à gauche est indiqué votre cible actuelle, et dans le coin supérieur droit, une carte est à votre disposition. Autour de vos personnages s'étend un cercle jaune qui représente leur portée. Cette jauge, sur le bord droit, décroît au fur et à mesure du temps passé et influe sur vos récompenses en fin de combat, tandis que vous pouvez surveiller la santé de vos combattants et leur barre d'action point en bas de l'écran. Enfin, une simple pression sur le bouton Select ouvre le menu, à partir duquel vous utilisez des objets, quelques magies et changez l'équipement de vos personnages. Tant que vous restez immobile, vos opposants le sont aussi. Seul le dash, activé grâce à la touche R1, vous permet de vous déplacer très rapidement sans que vos ennemis n'aient le temps de bouger ni de vous blesser. Il vous en coûtera néanmoins quelques action points qui ne pourront être regagnés qu'en vous déplaçant normalement ou en prenant des coups. Vous pouvez également diviser votre équipe en 2 groupes dirigés indépendamment et même confier la deuxième manette à un ami pour qu'il en contrôle un. Quoi qu'il en soit, votre but sera toujours de faire entrer un ennemi dans votre champ d'action. À partir de ce moment-là, vous pourrez lancer un assaut en pressant une touche correspondant à un de vos combattants. Vous entrerez alors dans un mode en tout point similaire au combat du premier Valkyrie Profile. L'action est vue de profil, chacun de vos personnages est assigné à un bouton de la manette, et il vous suffira simplement de presser un de ces boutons pour que le guerrier associé porte une attaque. Vos combattants peuvent utiliser jusqu'à 3 attaques simultanément, et chacune possède différents attributs, comme le fait d'envoyer l'ennemi en l'air ou au contraire de le plaquer au sol. Ces effets ne sont pas à négliger, puisqu'un ennemi frappé en l'air vous apportera des bonus de cristaux d'expérience, tandis que s'acharner sur un opposant au sol rechargera instantanément votre jauge d'AP. Chaque ennemi est divisé en plusieurs parties qu'il est possible de détruire une à une. Ce principe n'est pas un gadget, puisque chacune de ces parties contient un objet différent. Par exemple, si vous détruisez le bras droit d'un monstre, vous serez susceptible de gagner son arme, alors que neutraliser sa tête vous donnera sûrement droit à son casque. Pulvériser une de ces parties vous permettra également d'entrer immédiatement en mode furie, un court instant de bonheur durant lequel vos AP seront illimités. Impossible enfin de parler des combats sans aborder les Soul Crush, ces attaques impressionnantes et dévastatrices, disponibles après chaque gros combo infligé à l'ennemi. Chaque coup enchaîné sur un adversaire fait monter la jauge d'attaque spéciale, en bas à gauche de l'écran, et quand celle-ci atteint 100, la fête peut commencer. Chaque personnage équipé d'une arme lui donnant accès au Soul Crush pourra alors lancer son attaque spéciale qu'il pourra enchaîner avec celle de ses équipiers. Le résultat est bien souvent magnifique, mais peut rapidement devenir redondant. Heureusement, il est possible de zapper la majeure partie de la scène. Pour espérer survivre quelque temps dans le monde impitoyable de Valkyrie Profile 2, il vous sera indispensable de passer par les cases emplette et gestion d'équipe. Les achats se font dans les villes et sont soumis à quelques règles simples. Ici, plus vous achetez, plus vous êtes récompensé. Au fur et à mesure de vos visites chez le marchand, vous débloquerez des items précieux bien plus efficaces que la normale.
Seulement, ces objets ne s'obtiennent pas comme ça, et vous demanderont de réunir certains ingrédients trouvés sur les ennemis. Chaque membre de votre équipe peut tenir une arme, 4 pièces d'armure et 4 accessoires. En plus des bonus évidents en statistiques que ces équipements apportent, certains sont marqués d'une rune de couleur bleue, rouge ou verte. En les plaçant correctement sur la grille d'équipement, vous pourrez apprendre des skills aux effets variés qu'il faudra ensuite assigner à vos personnages. Il n'était pas facile de passer après les NES, mais sa suite s'en sort heureusement avec tous les honneurs. Au graphisme somptueux s'ajoute un gameplay de rêve et une bande originale divine estampillée Sakuraba Motoi. Les fans regretteront peut-être l'ambiance bien moins tragique que celle du premier épisode, le traitement très superficiel des Hainyards, ou encore la petite poignée de chapitres relativement inintéressants. Les profanes quant à eux risquent de ne pas comprendre grand chose s'ils ont pris la saga en cours de route. Valkyrie Profile Silmeria est donc à conseiller avant tout aux amateurs du premier épisode, qui y trouveront une expérience de jeu similaire et quelques réponses aux questions laissées en suspens. Nous tenons ici un des meilleurs RPG de la PlayStation 2, qu'il serait réellement dommage de louper. Ça fait maintenant quelques semaines que No Life a fait sa rentrée et j'imagine que vous avez dû remarquer quelques changements. C'est la raison pour laquelle on se retrouve tout de suite après ce break. Voilà, les sorties de septembre. Et ben voilà, EXP c'est fini, c'était nice, mais ça le sera encore plus la prochaine fois. En attendant, essayez de jouer un maximum et puis nous on va faire pareil. Tu me prêtes ton Crazy Score? Trop pas. Vas-y, fais pas ta pute. Ah, t'as dit pute à la télé? Je m'en fous, on est 18+.